Le Burkina Faso a-t-il frôlé le chaos en ce début d'année 2026? Une fois de plus, le spectre de la déstabilisation a plané sur le pays des hommes intègres. Une énième tentative de coup d'État visant à renverser le capitaine Ibrahim Traoré dans la nuit du 3 au 4 janvier. Et une fois encore, un nom revient avec insistance au centre de toutes les accusations, celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président de la transition, aujourd'hui en exil et désigné par le gouvernement burkinabé comme le cerveau d'un complot aux ramifications régionales. Depuis Lomé, où il a trouvé refuge après sa chute en septembre 2022, Damiba aurait-il continué à tirer les ficelles? Le Togo, terre d'accueil de l'ancien dirigeant, se retrouve dans une position délicate entre son rôle traditionnel de médiateur régional et les présumées manœuvres de déstabilisation croissante sur l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Lomé doit-il livrer son hôte encombrant ou rester fidèle à sa tradition d'asile politique? Dans le forum de ce dimanche 11 janvier 2026, nous décryptons les zones d'ombre de ce nouveau putsch avorté et nous analyserons également les preuves avancées par Ouagadougou et débattrons des enjeux de la possible extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au plateau, pour introduire ce sujet, Didier Noureddine Alou. Cher Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs, bienvenue à tous. Vous êtes journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement social et directeur général de la structure Africa Développement, en abrégé Africa Dev. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, à qui on ne tente pas des coups d'État, son Excellence Ogoyou Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs, spécialement ceux du Burkina, puisqu'aujourd'hui le Burkina sera au centre de nos débats. Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo, journaliste. Coup d'État manqué, Damiba, est-ce qu'il sera bientôt extradé vers le Burkina Faso? C'est le thème du jour, avec un point d'interrogation, plus 228 87 08 43 43 pour nous écrire et enrichir cette émission. Vous pouvez y participer également via les réseaux sociaux qui nous relaient en direct. Nous sommes sur YouTube et sur notre chaîne officielle YouTube New World TV. D'abord, les faits. Que s'est-il passé en janvier 2026? Quelles sont les preuves tangibles fournies par les services de renseignement burkinabé concernant ce nouveau complot du 3 janvier? Didier Noureddine Alou. Oui, merci. Effectivement, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, un complot visant l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et la neutralisation d'infrastructures clés comme une base de drones est déjoué par les services de sécurité burkinabés. C'est l'information. Et puis cette information, elle a été portée à la connaissance du grand public par le ministre de la Sécurité publique, Mamadou Sabna. Et puis, de quoi s'agit-il en réalité? Il y a eu effectivement un complot qui vise à tuer, pour utiliser des termes précis, à éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré, soit en tirant sur lui à bout portant ou en procédant par des explosifs et même par des procédés de pose de mine dans le domicile présidentiel. Et puis, vous avez bien fait de le rappeler, il y a un nom qui est revenu et qui a été désigné comme le commanditaire principal, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Et dans cette préparation, on apprend dans les communications officielles du Burkina Faso qu'il y a eu même des commerçants qui se sont déplacés jusqu'à Lomé pour le rencontrer Damiba, discuter avec lui et préparer donc cette action subversive. Et sur le terrain, il y a donc des militaires et même des civils qui sont mêlés à cette affaire. Et les preuves principales qu'on a vues, ce sont essentiellement les aveux que tout le monde a vus. Les intéressés sont passés aux aveux et ça a été diffusé directement à la télévision nationale du Burkina. Et donc, on parle aussi de financement qui soit venu de la Côte d'Ivoire. Donc, très clairement, il y a un triangle opérationnel, c'est-à-dire que Paul-Henri Damiba au Togo et certains civils burkinabés qui sont exilés en Côte d'Ivoire et la partie opérationnelle, c'était donc au Burkina, à Ouagadougou. Donc, et puis on sent que vraiment il y a une forte
opposition structurée qui dépasse le cadre d'une simple opposition politique, mais qui a pris le chemin de carrément déstabiliser la lutte qui se mène au Burkina Faso, la nouvelle marche du pays, tout ce que le peuple de l'AES est en train de faire, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, et ceci évidemment est déplorable. Comme vous l'avez souligné, les aveux diffusés par la télévision nationale burkinabé pointent une organisation méticuleuse, financement occulte, recrutement de commandos et sabotage technologique. Je vous propose même, avant de faire réagir son Excellence Ogoyou Kegewe, de suivre les aveux du sergent-chef Salfo Yaloué Ougo. C'est juste un échantillon. Nous revenons pour le débat. Je suis le sergent Yaloué Salfo, matricule 12 180 10 463 en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites 2. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle El Wimenga Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami El Sakande m'a dit. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. El Sakande m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de la Perle à Ouara 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler à ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba au téléphone. Chose que j'ai dit, ah ok, tous mes respects. Il dit bon, et après, on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard, El Had Sakande m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Mais je peux passer tout de suite. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme nous, comme moi, et il sait que c'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Que la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec El Had Sakande Madi que tu pourras passer récupérer. Chose que je l'ai remercié pour l'acte qu'il venait de faire. Et qu'il a précisé également que El Had Sakande Madi va me préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là El Had Sakande Madi m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. Chose que j'ai acquise sans rien dire. Et on s'est quitté sur ça. Le deuxième jour que je devais récupérer mon colis, j'ai appelé El Had Sakande Madi. Il m'a fait savoir qu'il est en déplacement, que dès qu'il rentre. C'est là, on est resté comme ça. Et à son retour de son déplacement, c'est l'oncle Wimenga Ali, commerçant et de profession résident à Zignaré, qui m'a contacté que de rentrer en contact avec El Had Sakande Madi, qu'il est de retour pour prendre ma commission. Je tiens à préciser que quand j'ai
eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de El Hadj Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi à 20h à Parlayiri à son bureau pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaoro Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec El Hadj Sakandé Madi à Parlayiri aux environs de 22h. Je présente mes sincères regrets à Son Excellence, chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient du Burkina Faso. Je présente mes sincères regrets à ma hiérarchie et à la hiérarchie militaire. Je présente également mes sincères regrets à toutes les forces composantes de notre mère patrie. Je demande clémence et je tiens également à demander pardon à toutes les unités engagées sur des théâtres d'opération jour et nuit, malgré les intempéries, malgré l'adversité, malgré que les combats sont aptes. Je demande clémence, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste seul, unique et indivisable. Aucun mal intérieur ou extérieur ne pourra diviser notre cher pays qui est le Burkina Faso. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et nous allons nous mettre autour de ce tissu afin que aucun mal ne puisse l'arriver. Les aveux du sergent-chef Salfo Yalouougo, les images de la radio-télévision burkinabé. Excellence Ogoyou Kegewe, la lumière de ce que nous avons écouté et bien d'autres aveux qui sont passés à la télévision et sur les réseaux sociaux, il s'agit véritablement d'une opération coordonnée de grande envergure. Ce sergent, tu dis qu'il est sergent, non? Oui, sergent-chef. Sergent-chef. On ne peut pas être sergent-chef et être aussi idiot. Sergent-chef dans l'armée, ce n'est pas petit grade. Les sergents sont les gens opérationnels, les gens de terrain. C'est quand même des sous-officiers, non? Pardon? Les sergents-chefs, ils sont au bas de... Oui, les officiers, oui. Mais tu ne peux pas être sergent-chef et être aussi bête-chef. Sergent-chef et bête-chef, ça ne va pas ensemble. Pourquoi je dis ça? Mais tu t'imagines, tu es chez toi. On dit, on t'appelle. Tu vas, on te passe le président, un ancien président de la République qui est le lieutenant-colonel. Donc tu connais la situation. Tu sais exactement qui il est. Mais si toi, sergent, est-ce que quand il était président, tu jouais aux cartes avec lui? Oui, mais non. Vous alliez à la pêche ensemble? Non. Le problème, vous oubliez un détail. Il y a eu un intermédiaire qui est un parent. Oui. Le parent n'a pas grillé son cerveau. Il a un cerveau. Tout à fait. Le parent n'a pas grillé son cerveau. Il a un cerveau. Visiblement, c'est à cause du parent aujourd'hui, que le sergent-chef a été mis en conscience. Aujourd'hui, des liens de parenté. Aujourd'hui, il dit, demande pardon, il parle de sa hiérarchie. Mais, donc, tu avais une hiérarchie, on t'appelle, on te dit, fais coup d'état, tu transformes ta voiture en armurerie ambulante
Et aujourd'hui, tu parles de ta hiérarchie. Est-ce que tu as rendu compte à un seul élément de ta hiérarchie? Et il parle de Dieu. Tu sais, les hypocrites, les menteurs, les traîtres, les ordures manipulent tellement le nom de Dieu que quand moi je les entends, ça me met en colère. Il parle de quel Dieu? Il demande pardon. Les gens que vous étiez chargés d'aller assassiner dans leur maison, tu leur aurais laissé le temps de demander pardon? Laissons les deux côtés. C'est un pauvre type. Il n'a rien dans la tête. Et je ne sais même pas comment il a pu obtenir le grade de sergent-chef. Parce que l'armée, ce n'est pas un foutoir c'est pas un dépotoir quand même. Sergent-chef, ce n'est pas petit. Bref. Maintenant, je reviens à la souche même du problème. Le fameux lieutenant-colonel Damiba. Mais je ne vais même plus dire si c'est vrai, parce que tout converge vers lui, donc je ne mets même plus le si. Mais ce lieutenant-colonel Damiba, ancien président, tu es chef d'État, on t'a renversé, donc personne ne voulait le tuer. En fait, on l'a embarqué, il a embarqué tranquillement pour venir à Lomé. Mais on s'est dit, bon, on te met en sécurité. Le Togo, dans sa tradition hospitalière de tous les jours, de tout temps, t'accueille chez lui parce qu'on estime que tu es en danger. Eh bien, Excellence, sur Damiba, nous aurons tout le temps mais un gros chapitre qui est concerné. Oui, mais si qui est consacré à Damiba. Oui, le pauvre sergent, il n'est rien. C'est de Damiba qu'on doit parler. Oui, d'accord. Mais le temps de demander à Didier Alorou d'analyser un peu la façon dont les comploteurs ont été pris. C'est comme s'ils étaient suivis. Le service de renseignement a fait un travail de minutie. Ah, mais tout à fait. Ce qui se passe dans l'AES, il y a un réveil, il y a un renforcement des capacités des forces opérationnelles, notamment des forces intérieures. Donc, les forces de sécurité, le renseignement burkinabé ont fait un travail à saluer, un travail exceptionnel. Il faut les féliciter pour ça. Et puis, effectivement, c'est comme je le disais à l'entame de mon propos, c'est des gens qui sont très structurés, très organisés, qui ne dorment pas, qui mettent les moyens qu'il faut, qui prennent les contacts qu'il faut. Il n'y a pas que ce seul aveu-là. Il y a eu d'autres qu'on n'a pas le temps de diffuser ici. Ouais. Quand vous écoutez tout ça, vous remarquerez effectivement que c'est des gens qui ont des techniques d'approche très efficaces. Vous avez vu le cas de ce sergent-chef. C'est un de ses parents qui a été chargé de le contacter. Et donc, et puis vous voyez aussi les autres militaires qui sont, enfin, on a remarqué que cette fois-ci, ils ont peut-être changé un peu de stratégie. Au lieu d'aller vers la haute hiérarchie de militaires, c'est des sous-officiers qu'on a contactés. Et donc, c'est stratégique. C'est un plan qui a été élaboré correctement, savamment orchestré. Heureusement que les services de renseignement ont pu détecter les mouvements et quand le processus a été effectivement déclenché le 3 janvier, tout de suite, ils ont été donc infiltrés, ils ont été appréhendés et ils sont passés tout de suite aux aveux. Je pense que c'est à mettre à l'actif des services intérieurs burkinabés qu'il faut féliciter. Ça veut dire qu'autour du capitaine, c'est vraiment des gens qui sont éveillés, qui suivaient, qui font le travail. Vous avez évoqué les témoignages qui ont été nombreux, notamment un homme d'affaires, Ali Winega. Oui, un commerçant. Oui, il y a eu 2 commerçants qui sont cités dans cette affaire. Tout à fait. Il y a Ali Winega, il y a aussi Ladji Sankade. Mais il faut dire que ces deux commerçants qui sont des Ladji ont un lien. C'est qu'ils sont tous membres du CDP, qui est l'ancien parti politique de Blaise Compaoré. Et puis, Damiba lui-même, vous voyez bien qu'il a fait partie de la sécurité rapprochée du président Compaoré. Et puis, quand vous regardez tous ceux qui sont cités d'une manière ou d'une autre, ça veut dire simplement que Abidjan est toujours aussi actif dans la déstabilisation du Burkina. Non, on parle d'Abidjan, mais les 60 millions en question ont été retirés auprès d'un opérateur économique burkinabé installé. Oui, bien sûr. Mais dans cette affaire, il y a eu des voyages à Lomé pour voir Damiba, mais aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, ma question il faut tenir compte de ça aussi. Est-ce que ces témoignages sont suffisants pour établir une culpabilité juridique? Ou servent-ils avant tout à une communication de crise? Mais écoute, il ne faut pas faire comme les communicants des terroristes. Parce que, pourquoi le Burkina a fait ce qu'il a fait?
Tous, quand ils parlent au finish, on les prend la main dans le sac. C'est-à-dire que dans le vif de l'action. Oui. On n'est jamais allé réveiller quelqu'un qui est lui à minuit pour lui passer les menottes. Non. Ils étaient en pleine action. On les prend toujours en pleine action. Pourquoi? Parce que leurs communicants grassement payés étaient chargés de dire « Oh non, c'est de la manipulation. Le capitaine Traoré, c'est lui toujours. Coup d'État, il annonce coup d'État matin, il annonce... » Mais c'est pourquoi on les a pris sur les faits. Et leurs confessions sont telles qu'on n'a plus à se poser des questions. Mais qu'est-ce que tu crois? On lui a donné quoi à boire pour qu'il parle comme il a parlé? Je ne crois pas. Alaï Sakandé, je l'ai écouté parler. Pour un vieux loup comme ça, irresponsable. Toi, tu es pratiquement analphabète et tu veux tuer tout le Burkina parce que tu étais du parti de Compaoré. Mais il n'y a pas... On a pris les gens sur les faits. Les gens se sont confessés et personne d'entre eux n'a dit « j'ai confessé sous torture ». Je n'ai jamais vu celui-là qui parle là. Est-ce qu'on l'a torturé? Est-ce qu'il a les yeux tuméfiés, les joues enflées? Non. Les dents arrachées? Non. Il a parlé. Et la preuve, il a le culot même pour demander pardon. Donc, moi, je crois que les services de renseignement ont fait un travail en s'assurant qu'il n'y ait pas de mauvais oiseaux qui vont dire non, c'est faux, non, c'est des montages. Donc pour moi, c'est assez suffisant, sauf si, Gilles, tu voulais quand même qu'on t'amène la tête de ceux qu'on a programmé tuer, qu'on t'amène leur tête avant que toi, tu ne crois qu'effectivement, il y avait quelque chose de sérieux qui se passait. Sinon, ce qu'ils ont fait, ils sont allés tellement loin qu'on n'a même pas, moi, je ne poserai même pas de questions. On ne les a pas torturés. Eh bien, analysons maintenant l'implication présumée de l'ancien président de la transition, actuellement en exil au Togo. Le ministre de la Sécurité, vous l'avez souligné, Didier Alou, Mahamadou Sana, a désigné Paul-Henri Sandaogo Damiba comme le commanditaire principal. Alors, sur quels éléments financiers et logistiques cette accusation repose-t-elle, Didier Alou? Disons que d'abord, pour renchérir un peu ce que vient de dire l'ambassadeur par rapport à l'implication de Damiba, il faut dire que tous les aveux convergent vers Damiba. Eux tous. Que ce soit les commerçants, que ce soit les militaires arrêtés dans cette histoire, eux tous amènent régulièrement un nom, Paul-Henri Damiba, qui vous avez bien fait de le rappeler dans votre introduction, est en exil. Et le Togo a accepté par fraternité. Et vous savez que le Togo est un pays dont l'hospitalité est connue légendairement en Afrique et dans le monde. Et donc, c'est par gentillesse, c'est par fraternité, c'est pour des raisons sociales d'apaisement que Damiba a été accueilli ici pour le protéger. Mais il se trouve que ce Paul-Henri Damiba ne reste pas tranquille. Son nom revient tout le temps. Son nom revient tout le temps. Fin septembre 2022, déjà son nom était déjà cité. 26 septembre, dans une tentative de coup d'État, son nom est cité. 21 avril 2025, son nom est cité. Et maintenant, le 3 janvier 2026, son nom est également cité. Donc, ça n'est trop. Donc, ça veut dire qu'il réside au Togo presque par pitié, je vais dire. Mais il ne reste pas du tout tranquille. Donc maintenant, l'autre question que vous allez me poser, je le sais, est-ce qu'il faut l'extrader ou pas? Donc moi, je pense que compte tenu de ces ajustements et du fait que son nom revient tout le temps, je pense que la question se pose fondamentalement. Aujourd'hui, le Togo doit commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire de ce personnage qui est profondément perturbateur. Excellence, pourquoi Damiba reste-t-il, selon les autorités de Ouagadougou, une menace constante malgré son exil? Damiba, tu sais, les costumes lui manquent. Tu sais que quand il est devenu président, il est allé à Abidjan, on lui a donné des costumes. Il n'était pas encore allé faire le singe sur le perron de l'Élysée. Tout ça, ça lui manque. Et à cause de tout ça, il est prêt à mettre son pays. Toi, tu es un officier supérieur, mais tu dois être animé par un patriotisme tel que tu es capable de t'oublier toi-même pour ton peuple. Maintenant, toi, tu veux faire un putsch, on fait la liste des gens qu'il faut tuer pour le putsch. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, son putsch, il a tué combien de personnes? Si Traoré était comme Damiba, on aurait tué Damiba. C'est clair. On ne l'aurait pas laissé prendre tranquillement l'avion, venir à Lomé, passer son temps à courir derrière les fesses des petites filles. Il faut le dire, on ne l'aurait pas laissé. Et moi, j'ai appris que quand il est parti, premièrement, ses indemnités, tout,
avait continué à lui être versé. Est-ce qu'il est sûr vraiment que le capitaine Traoré lui veut du mal jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu programmes qu'on aille le tuer? Pour l'éliminer physiquement. Pour l'éliminer physiquement. Ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête. D'abord, il agit sur ordre. Aujourd'hui, le Burkina, c'est un pays qui s'est réveillé. Le peuple s'est réveillé. Les femmes sont réveillées. La jeunesse s'est réveillée. Tu as vu les 2 ou 3 poufias avec des lèvres de chien qui viennent de mettre bas, comme femmes, qui se promènent en scooter pour faire les matahari, pour jouer aux apprentis putschistes. Mais tout le peuple du Burkina s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au Burkina? Donc ils veulent, du jour au lendemain, arrêter tous les projets. Parce qu'on a dit qu'on a découvert le pétrole, on a dit qu'on a découvert le diamant, on a dit qu'il y a l'or, il y a ceci. Les phosphates. Les phosphates. On doit tuer Traoré. Les Blancs, ses amis, les Blancs vont venir. Il va aller à l'Élysée faire le singe, faire le président démocratiquement nommé par l'Élysée. Et avec tous les complices dans la région ici, mais on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas. Si un pays se réveille, et vous les Noirs, mais les Noirs ont quoi dans la cervelle? Nous avons quoi? Gilles, éclairez-moi au moins une fois. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique. Tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'État chez lui. Maintenant, on a des preuves. Puisque Alaï Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Par 2 fois. Rencontrer Damiba. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaï Sakandé. Donc, on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé. Mais vous, on vous a pris, on va vous juger. La peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau. Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre salutaire dans le respect des droits de l'homme, en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir, mais concrètement, ce colis. Parce que, faites très attention, ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non, c'est le Togo qu'il veut assassiner. Parce que dans l'esprit de la France-Afrique, au nom de laquelle il a agi, ils vont faire d'une pierre 2 coups. On déstabilise le Burkina. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina et de l'AES. Donc on fait d'une pierre 2 coups et en même temps on déstabilise le Togo. Parce que les gens vont se dire, mais le Togo qui se disait ami de l'AES, c'est de chez lui qu'on a déstabilisé l'AES. Alors on dit quoi? Donc ce colonel est en train de mettre en danger le Togo et la population togolaise. Ouais, d'accord. Mais avant de revenir à Damiba, Didier, est-il plausible qu'un ancien président en exil puisse mobiliser autant de réseaux au sein de l'armée burkinabé actuelle, sans soutien extérieur? Mais Damiba n'est pas simplement un ancien président en exil. Damiba aussi est lieutenant-colonel, c'est un membre de l'armée burkinabé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des amis, c'est quelqu'un qui a des relations, c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui connaît le problème des gens. Le sergent-chef qui a parlé tout à l'heure, il disait que quand le lieutenant-colonel Damiba l'a appelé, il a dit « Je suis militaire comme vous et je sais que ce n'est pas simple ». Ça veut dire que c'est directement, il touche la sensibilité même d'un soldat qui en plus est piqué donc, dans son unité. Donc c'est pour dire que bon, je sais que c'est difficile, la lutte n'est pas facile, je sais que tu as besoin d'argent, je sais que le salaire est insuffisant, je sais. Et pour finir, il dit, bon d'accord, tu n'as rien demandé, mais je t'envoie quand même quelque chose. Donc c'est pour vous dire quoi, que le type, non seulement, c'est pas un simple président en exil, c'est un ancien chef d'État,
Un ancien chef d'État, déjà, il a beaucoup de ramifications, beaucoup d'obligés dans l'armée. Il a eu à nommer des gens, il a eu à promouvoir des gens. Et en plus de ça, Damiba est quand même un militaire qui est arrivé à cette fonction présidentielle à travers un coup d'État. Donc oui, un type comme Damiba a toujours des gens dans l'armée, certes qui ne sont pas nombreux, mais avec qui il peut toujours s'entendre s'il y a de l'argent qui est en jeu. Rappelez-vous, quand même au Burkina, avec l'armée, il y a quand même cette tentation ou cette tentative chaque fois, parce que rappelez-vous, il y avait eu récemment avec un haut gradé des milliards qui lui avaient été proposés. Mais ici, on ne propose pas des milliards, on propose quelques millions, parce qu'on parle de 70 millions. 70 millions pour renverser... Distribuer des gens, même pas à un... Bien sûr, oui. Donc des sommes de 2, 3, 4, 5 milliards par individu. 10 millions. Pardon, excusez-moi, millions par des individus pour les amener quand même à renverser un État. Il y a quelque chose très franchement à ce niveau-là qui ne va pas. Mais l'attitude quand même de Damiba n'arrange pas du tout le Togo. Ben justement, on va interroger la position du Togo de ses relations avec l'Alliance des États du Sahel. Est-ce qu'il faut extrader ou protéger Damiba? Bon, on sait, Excellence, vous l'avez souligné, le Togo est traditionnellement une terre d'asile, un médiateur dans la région. Jusqu'où cette tradition peut-elle tenir face aux accusations de complot terroriste et de déstabilisation? Écoutez, on a accueilli Damiba pour sauver sa vie, pour le mettre en sécurité. Maintenant, lui seul, que le Togo a mis en sécurité, veut mettre en insécurité tout le Burkina Faso. Parce que les listes des gens qu'ils ont fait à tuer, les terroristes qu'ils ont positionnés, qui devaient attaquer dès qu'on tue le président, les autres qui devaient venir des pays voisins au sud, tout ça, mais ce serait un bain de sang total. Pas seulement le Burkina, parce que vous avez fait une analyse intéressante. Oui. Si les Burkinabés savent que le danger est venu du Togo, mais il ne faut pas se taire. Ça peut barder aussi entre le Burkina et le Togo. Mais attends, et pourquoi pas? Moi, si je suis chef de l'armée burkinabé, je sais qu'on a attaqué, on a tué mes éléments, et que l'attaque vient du Togo, ben, j'envoie une poignée de missiles. Rien que pour leur dire, mais mes amis, il y a des limites à toutes les blagues. Donc, Damiba est un problème dont le Togo doit se débarrasser. Mais le droit d'asile est régi, hein. On ne prend pas quelqu'un comme ça et puis on l'extrade quelque part. Ça ne se fait pas. Il y a les lois, hein. Si vous demandez aux juristes, ils vous diront qu'on n'extrade pas quelqu'un comme ça. Surtout, on ne peut pas l'extrader dans un pays où on sait que... Il n'y a pas une justice équitable qui est garantie. La justice au Burkina est équitable. Et l'équité de la justice... Je parle de ce que dit la loi. Oui, l'équité de la justice au Burkina demande justement qu'on lui coupe la tête. Parce que lui voulait tuer les gens, on le tue. Donc, on ne peut pas le mettre en danger en l'envoyant quelque part où on sait que sa vie serait menacée. Mais il y a des pays france-africains dans la région, qu'on l'envoie là-bas. Des pays où il aura beaucoup de costumes à porter. Hein? Des pays où il ira peut-être danser de temps à autre à l'Élysée, qu'on l'envoie dans un de ces pays. Parce que nous, je ne suis pas gouvernement togolais, je parle en tant que citoyen togolais, mais tous les Togolais, chacun que nous sommes, nous demandons la paix. On veut être en paix. On veut être dans la sécurité. Et on ne peut pas permettre à quelqu'un à qui nous donnons l'asile de mettre tout le peuple togolais en insécurité. On ne peut pas accepter ça. Didier, le Togo est-il aujourd'hui contraint d'extrader Damiba pour dissiper les soupçons de complicité et prouver sa loyauté envers les partenaires de l'AES? Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Cette attitude de Damiba à partir du Togo donne l'image, je dis bien donne l'image, présente l'image, comme quoi le Togo est en même temps partenaire, mais ferme les yeux sur ce qui pourrait arriver de très dangereux au pays de l'AES. Donc il faut que vraiment cette image-là, rapidement, soit corrigée, parce que le Togo, personne ne peut le nier, est quand même le principal partenaire africain de l'AES, c'est le président le plus proche des présidents de l'AES, c'est lui qui leur a offert sa façade maritime, c'est lui qui a évité, n'oublions pas, l'invasion militaire du Niger par la CEDEAO, par la France, etc. Donc il faut... Mais je voudrais verser aussi à votre corbeille de réflexion un élément plausible. Est-ce que le Togo n'a pas aidé peut-être
à donner des renseignements finalement pour attraper les uns et les autres la main dans le sac. C'est une possibilité aussi parce que tous les appels ont été faits à partir du Togo. C'est un niveau supérieur. Oui, c'est une possibilité dont nous n'avons pas... on ne le dit pas à la radio et à la nous n'avons pas la preuve parce que quand même il y a une chose qu'il faut relever. Et un type comme Damiba, puisque ce n'est pas la première fois que son nom est cité dans des affaires comme ça, je crois que s'il est au Togo, en principe aussi le rôle du Togo aussi est de le surveiller, de le filer pour savoir. Ça peut être aussi une stratégie pour attraper. Bien sûr, tout ça est possible. Vous savez que le Togo a une manière douce de faire ses affaires. Donc je n'exclus pas du tout ces possibilités. Bon, maintenant, moi, contrairement à l'ambassadeur, je ne pense pas que Damiba, que ce soit une bonne idée de le libérer du Togo, qu'il aille vers d'autres pays. Je pense que si le Burkina le veut, le Burkina peut officiellement demander si les enquêtes vont jusqu'au bout et qu'on établit, déjà on sait qu'il est responsable, et qu'on établit jusqu'à quel degré il est impliqué, comment il fait. Et dans tous ces dossiers, je pense que le Togo peut le mettre aux arrêts et le juger et le mettre en prison. Oui, ça aussi, c'est une possibilité. Dans toutes les communications... Au lieu que Damiba soit à l'aise, je ne sais pas comment, je ne l'ai jamais rencontré à Lomé, je ne sais pas, mais l'ambassadeur a dit tout à l'heure qu'il mène apparemment... Il vit bien, il vit bien. Bon, voilà, donc je ne sais pas. De ce que nous savons, voilà, il ne crache pas sur la belle vie. Bon, voilà. Donc, de ce que nous savons. Bon, voilà. Donc, au lieu que ce soit à cette belle vie-là qu'il se livre, s'il ne veut pas rester tranquille, bien, il y a aussi des prisons à Lomé, au Togo, qui peuvent... Oui, quand vous suivez la communication officielle du Burkina, nulle part le Togo n'a été épinglé. C'est ça qui me renforce dans le sentiment que vous avez écouté tous les audios qui ont été saisis et produits à partir du Togo. Est-ce que le Togo n'a pas aidé c'est là que... Et utiliser Damiba comme un appât pour attraper les... C'est là que j'adresse mes sincères félicitations au Burkina. C'est-à-dire que dans l'hystérie, dans l'émotion, ils auraient pu officiellement impliquer le Togo. Tel n'a pas été le cas. En réalité... Ils ont pu faire la part des choses. Les Burkinabés savent faire la part des choses. Mais ce qui est le plus triste, j'ai entendu un hibou habituel qui dit que lui a les preuves que c'est le président du conseil lui-même qui organise le coup d'État. Lui avait les preuves, il dit n'importe quoi. Attends, il avait fait même le tour des pays du Sahel pour donner l'information. On ne l'a pas cru, voilà, la preuve est arrivée. Mais tu promènes ton gros ventre. Les pays du Sahel sont déjà assez humains, assez généreux. À chaque fois, on te remplit la panse. Parce que c'est le même oiseau de malheur qui avait vu des soldats français embarqués dans des bus scolaires, traversant le Togo pour aller attaquer le Burkina. C'est le même. C'est sa spécialité. Je ne sais pas, il est payé combien pour noyer son pays. Il se dit panafricain. C'est à cause des ordures comme ça que moi, je ne me réclame même pas panafricain. Parce que je ne veux pas être sur le même banc que des gens comme ça. Donc, curieusement, alors que le Burkina officiel a pris la mesure des choses et dit les choses comme elles se sont passées, il y a donc ce Togolais qui veut peut-être même qu'on crame tout le Togo parce que lui a les preuves. Il se prend pour la CIA, le Mossad, le KGB, le MI5. C'est-à-dire que toutes les agences de renseignement du monde, c'est à ce gars-là qu'il rend compte. Lui connaît tout. Et il est allé dire ça au Burkina. Et il ne sait pas que les gens de l'AIS aujourd'hui ont les services les mieux informés du monde. Tout le monde le sait, sauf lui. Et c'est lui. Mais quand tu veux aller demander un peu d'aide, mais vas-y, ils sont fair play. Hein? Mais les petits frères ou les grands frères, bon, nous on se bat, aidez-nous, bon, ils vont t'aider. Mais tu n'as pas besoin de vendre ton pays. C'est les Damiba, ça. Ils sont prêts à vendre leur pays pourvu que ça remplisse leur ventre. C'est pas normal. Une dernière question pour clôturer cette première partie. Quelle troisième voie pour Lomé? Une extradition sous condition, un procès au Togo même ou à l'étranger ou un transfert vers un pays tiers, Didier Alaou? Ce que Damiba a fait est très grave. Et moi, les deux possibilités que je vois, c'est soit l'extradition ou un jugement sur place, un emprisonnement sur place. Moi, c'est ce que je vois dans cette affaire parce que, au moins ici, puisque le
Le Togo est un pays qui est favorable et partenaire à l'AES. Au moins à partir d'ici, s'il est ici, il serait mieux surveillé. Et les caméras peuvent bien le Togo peut bien mettre les radars sur lui. Mais si vous le laissez filer partir d'ici pour aller s'installer où, et on ne sait, et à partir de quelque part où les radars seront en brouillon, on pourra plus correctement le suivre. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, en tout cas selon moi. Bon, c'était mon opinion. Je peux me tromper dans mes analyses. Mais ce que je dois souligner, vous l'avez souligné, Gilles, que tous ces lézards-là sont des gens proches du parti de Compaoré. C'est Didier qui l'a souligné. Ouais, c'est Didier, voilà. Et c'est vrai, moi aussi j'ai lu ça. Les commerçants, c'est les gens de Compaoré. Tu comprends bien, quand Compaoré arrachait des milliards avec les terroristes, tu comprends avec qui ils bouffaient les milliards. Ces milliards doivent leur manquer aujourd'hui. Je crois qu'il y a même un qui est venu, bon, ça je n'avais pas voulu évoquer cette question parce que le Burkina est un pays uni. Il y a un des commerçants qui est originaire de Zignaré, qui est le village, du village de Compaoré. Mais je n'ai pas voulu qu'on développe cet aspect. Parce non, on va laisser cet aspect. Ça dit que ces commerçants qui ont mangé gratuitement avec Compaoré, ils croient qu'ils vont créer encore une situation où on va détourner les milliards et avec les terroristes, on se partage les milliards dans les beaux hôtels de Ouagadougou. Écoute, toi, Compaoré, tu as assassiné ton meilleur ami, le meilleur fils que le ciel ait donné au Burkina. Et qui n'était pas sur les lieux. Oui, je sais. Quand on a tué Compaoré, il dormait. On a tué Lengani et l'autre, lui, dormait. C'est bizarre que chaque fois que quelqu'un dort, ses amis meurent. Moi, si je suis à la place de ses amis, je ne le laisserai pas dormir. Je vais mettre toujours du tantam dans ses oreilles pour qu'il ne dorme pas, pour qu'on ne vienne pas m'assassiner. Donc, tu assassines Sankara. Tu vas aujourd'hui, on te cherche, tu te caches en Côte d'Ivoire. Et tu veux assassiner la réincarnation de Sankara. On ne peut pas assassiner une réincarnation. Il est bête. C'est ces marabouts qui l'induisent en erreur ou bien c'est lui-même qui réfléchit. Il ne peut pas, Compaoré ne peut pas voir la tombe de Ibé. Mais Ibé verra sa tombe. Donc il n'a qu'à se calmer et cesser de manipuler les pauvres commerçants et les pauvres sous-officiers. Ça ne sert absolument à rien. Finalement, le Burkinabé, peut-être, avait-il tort de laisser s'échapper Damiba? Aurait-il dû faire comme les Nigériens pour le sort de